Eco & Co avec AG2R La Mondiale. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. L'alternance pour les personnes en situation de handicap, c'est une formule gagnante pour le salarié et l'entreprise. Le délégué régional de l'AGFIP est mon invité. La Chambre des métiers de l'artisanat lance Proche Artisan. Laurent Rigaud, le président de la CMA, nous expliquera que les commerces et les artisans revitalisent les villes et les centres-bourgs. Et puis la Cité internationale de la logistique s'installe au cœur de Delta 3, à Dourges, dans le Pas-de-Calais, avec comme première réalisation un parcours inédit pour recruter des salariés pour ce secteur en tension. Bienvenue, c'est Eco & Co. Bienvenue, Yvan Talpart. Donc l'AGFIP est chargé de soutenir le développement de l'emploi des personnes handicapées. Alors vous proposez des services, des aides à la fois aux entreprises et aussi aux personnes concernées. Deux chiffres. Les personnes en situation de handicap représentent environ 8 à 10% de l'ensemble des salariés dans notre pays, mais seulement 3 à 4% d'entre eux ont accès au dispositif d'alternance. Et pourtant, c'est un bon format, l'alternance entre l'entreprise et l'organisme de formation, pour apprendre, savoir-être, savoir-faire. Alors, c'est quoi ce problème ? Alors, il est comme souvent multifactoriel. Hein. Donc, on a contextuellement en France un petit peu de difficulté avec l'alternance en général, et cette difficulté elle est accrue pour les personnes en fragilité de santé, hein, donc les personnes en situation de handicap. Voilà. Alors que pour autant, c'est véritablement, comme vous le disiez, des dispositifs qui répondent parfaitement aux besoins des personnes en question et bien sûr des employeurs. D'autant qu'il y a un alignement des planètes, donc il y a le dispositif national Un jeune, une solution, avec des aides et des compensations de charges pour l'entreprise. Le conseil régional développe ces aides et ils mettent le paquet sur l'apprentissage. Est-ce que vous pouvez à court terme en bénéficier pour vos publics ? Oui, alors tout à fait, absolument. Les personnes en situation de handicap, comme toutes les autres personnes, ouvrent droit aux mêmes droits que le tout public. Donc elle bénéficie évidemment du plan de relance, des aides du Conseil régional, des aides de Pôle emploi, enfin l'ensemble des aides de droit public. Et elle bénéficie en plus, bien évidemment, des aides de l'AGFIP. Alors, je dis les personnes, mais également les employeurs. Bien sûr. L'idée étant de pouvoir sécuriser le dispositif et de faire en sorte que le handicap ne soit pas une entrave à l'accès à l'emploi en alternance des personnes en situation de handicap. Alors, on va constater avec un exemple et un centre de formation à Lesquin, dans le Nord, qui forme sur plusieurs métiers, mais là, on parle de l'apprentissage du métier du cheval. Et vous avez constaté l'intérêt, bien évidemment, pour la personne. Je suis Magali Finck-Duval, je suis chargée de relations au CFA Relais Avenir Pro. Je suis Hélène Magnier, je travaille pour le CFA Relais Avenir Pro. Je m'appelle Marjorie Van Kezel, je suis la responsable des écuries. Je m'appelle Alicia Melot, je suis en terminale de bac CGH, c'est pour apprendre à gérer une entreprise équestre. Je suis pratiquement 22 heures au CFA, c'est le CFA de Lesquin, où j'ai des heures de cours, d'équitation, soit en lien avec le cheval, soit directement des cours classiques, le français, les mathématiques. Et le reste du temps, je suis ici, au club hippique de Roubaix, où je suis avec les chevaux. Je m'occupe des entretiens des écuries. On accompagne tout handicap, il n'y a pas de restriction, mis à part médicale, dans tout domaine d'activité. Notre but, c'est de les accompagner au sein de l'entreprise pour compenser le handicap. D'échanger avec les équipes, les tuteurs de stage, les maîtres d'apprentissage, voir les points qui sont plus compliqués pour eux et à côté de mettre en place les compensations nécessaires. Alors on voit l'importance de l'accompagnement de la personne tout au long de son parcours de formation et de présence dans l'entreprise. Quels sont les dispositifs que vous mettez en place pour favoriser ces connexions ? Alors, oui, les dispositifs sont importants. Alors, ça peut parfois effrayer. En même temps, ils sont importants et ils sont nécessaires. Alors,
on a un premier type de dispositifs qui sont ce qu'on appelle des formations de préparation, qui vont permettre à un public qui ne réunit pas forcément l'ensemble des prérequis pour accéder à un contrat d'apprentissage ou à un contrat de professionnalisation, de réunir ces prérequis. Donc ça, c'est une première étape. Et ensuite, il existe un certain nombre d'outils, d'accompagnement, d'aide, qui vont permettre de compenser la situation de handicap de l'apprenant en situation de formation, mais également en situation d'emploi. On pense souvent aux aménagements de postes de travail. D'accord. C'est un exemple. Donc toute une batterie d'outils et de prestations de compensation du handicap qui vont permettre effectivement aux jeunes ou aux moins jeunes de pouvoir se former dans des conditions normalisées et en même temps d'exercer l'emploi de façon tout à fait classique. Donc voilà, des dispositifs proposés par l'AGEFIP pour accompagner l'entreprise à accueillir ses salariés, parce que ce sont d'abord des salariés, bien évidemment. Est-ce que vous travaillez avec des filières métiers dans cette région ? Oui, alors bien évidemment, on s'adosse, quand je parlais du droit commun tout à l'heure, on s'adosse au dispositif de droit commun. Alors, on peut citer les contrats de branche, État-région, et en ce moment, dans la région, on a bien sûr le numérique, le transport. Le transport, on est dans une place forte de la chose, je pense que vous y reviendrez tout à l'heure. Voilà, donc un certain nombre de domaines d'activité qui sont porteurs d'emploi et pour lesquels il est intéressant de pouvoir former du public pour l'amener à un emploi pérenne. Si un entrepreneur est intéressé par vos dispositifs et notamment ces formations préparatoires, que doit-il faire ? Eh bien, il contacte l'AGEFIP le plus simplement du monde, soit via notre site internet, soit via... L'adresse s'affiche. Voilà, soit via le numéro de téléphone. La mise en relation est faite avec les collaborateurs de l'AGEFIP et on a la possibilité, je dirais, de faire du sur-mesure. Donc, il y a tous ces dispositifs et il y a toujours la possibilité à la fois d'innover et de faire des choses un peu adaptées aux besoins, puisque ce qui est important pour nous, c'est de s'adapter aux besoins de nos clients, que sont les personnes en situation de handicap et les entreprises. Oui, il y a toujours la focale, c'est très important à rappeler, de la performance et de la création de valeur pour l'entreprise. Encore une question dans cette période de crise. Comment sont accueillies ces personnes en situation de handicap dans les entreprises qui ont la tête dans le guidon, qui doivent parer à l'urgence ? Alors, tout à fait. On a les chiffres que l'on a montrent que la résistance, je parle du chômage cette fois-ci, est plutôt bonne. Alors, elle est plutôt bonne parce qu'elle a été largement perfusée par l'État. L'État a été d'une aide précieuse. Donc aujourd'hui, je dirais, on ne s'en tire pas trop mal. Voilà. Mais ce qu'il nous faut, c'est préparer l'effet rebond. Et donc, c'est anticiper d'éventuelles crises un peu plus économiques pour faire redémarrer la machine. Voilà. Et donc, accompagner les personnes, toutes les personnes, et bien sûr les personnes en situation de handicap. Auriez-vous, en 10 secondes, une preuve de l'efficacité, je ne sais pas si c'est un bon terme, d'intégrer des personnes en situation de handicap dans ces effectifs ? Une preuve. Une preuve qui fait que c'est un atout ? Oui. Eh bien, écoutez, alors une, c'est compliqué à choisir parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, une. Le handicap est souvent par le regard porté. Quand ce regard est bienveillant, il est bienveillant pour l'ensemble. Quand on fait un aménagement pour un fauteuil roulant, c'est l'exemple le plus bête. D'accord. Eh bien, il va servir aussi la poussette de la jeune maman. C'est une belle preuve, concrète. Merci beaucoup. On va parler maintenant de la place des artisans et du commerce dans nos centres-villes et nos centres-bourgs. Bienvenue Laurent Rigaud. On va donc parler d'une action que vous lancez, Proche Artisan. Juste avant, 2 questions. Alors, je voudrais vous faire réagir à ce qu'on vient d'entendre avec le délégué régional de l'AGEFIP, parce que l'alternance, l'apprentissage, c'est un axe hyper stratégique pour l'artisanat. Est-ce que vous ouvrez bien grandes les portes aux personnes en situation de handicap ? Oui, bonjour. Alors oui, l'alternance et le handicap, à la Chambre de métier, ça fonctionne. Je vais vous donner un exemple. Léo, 24 ans, atteint de trisomie, est chez nous, en charcuterie, en 3e année, il passe son examen là dans quelques semaines. Il est accompagné, il est dans une classe chez nous ordinaire, il mettra 3 ans au lieu de 2. D'abord en entreprise, ça se passe très très bien. Et notre centre de formation, le jeune, il est au milieu de la classe,
et on n'arrive pas à voir quand il travaille où est la difficulté. Pas de difficulté à apprendre, il apprend à sa vitesse, mais pas de difficulté, et pas de difficulté avec les équipes et le centre de formation. Donc ça fonctionne, et je pense qu'il faut le faire savoir et faire plus. Merci pour ce témoignage. Alors, je voudrais aussi vous faire réagir aux annonces du président de la République. Ça y est, on rouvre en plusieurs étapes, avec une première échéance importante le 19 mai prochain. Pour les commerces, pour les artisans, satisfait, pas satisfait, quelle est votre réaction? J'allais dire, il est temps. Alors, pas il est temps en soi d'ouvrir, il est temps d'avoir des dates et une perspective qu'on va sortir de cette difficulté, de cette crise. On voit bien que chaque entreprise est différente et chaque entreprise redémarrera à sa vitesse comme elle le peut, avec peut-être les difficultés ou pas. Le but, c'est qu'on puisse redémarrer, qu'on ait des dates et que l'on continue à faire ce qu'on faisait là pendant un an, continuer à les accompagner les quelques semaines et les quelques mois qui vont arriver, parce que nos entreprises auront encore besoin d'accompagnement, mais enfin un peu de visibilité. Bien sûr. Alors, depuis plusieurs années, vous travaillez avec les collectivités de notre territoire pour amener des artisans, amener du commerce, amener des services dans les centres-villes, les centres-bourgs, parce que c'est un levier de redynamisation. Et vous lancez donc une initiative, vous l'avez lancée cette semaine à Valenciennes, Proche Artisan, c'est quoi ? Dans le nom, on a pratiquement tout dit, être proche des artisans. Mais il fallait concrètement le mettre en place. Donc, régulièrement, toute la semaine, on est sur la route, on rencontre des artisans. Mais là, on a mis une brigade volante avec des véhicules, avec des chargés de mission qui seront à bord de ces véhicules, avec un élu, un artisan du coin qui va accompagner pour franchir la porte et puis aider à ouvrir la porte. Le but dans cette période, c'est de travailler dans la proximité, avec une quarantaine de questions qu'on va sonder cet artisan pour savoir de quoi a-t-il besoin, comment ça va et qu'est-ce qu'on peut faire pour lui et pour dans les mois qui vont suivre. Et pouvoir le faire dans une étude prospective par filière. Je pense qu'il est important de travailler par filière pour pouvoir sortir un accompagnement chirurgical sur des filières. On va attaquer la filière farine, les boulangers-pâtissiers, les métiers de la beauté, les coiffeurs, les esthéticiennes. Voilà. Et donc on a démarré là à Valenciennes, on va faire le nord et assez rapidement on va faire l'ensemble de la région. Et tout ça est bien sûr accompagné avec nos partenaires, mais c'est aussi et beaucoup les organisations professionnelles qui portent cette envie de maintenant de se dire, allez, cette crise, on l'a vécue, ce qui n'était peut-être pas possible avant sera possible après. Il faut écouter les gens tous les jours dans la proximité, c'est ce qu'on va faire. Alors, des frappes chirurgicales très en proximité. Alors, deux questions. Un, quelles sont les filières qui souffrent le plus et qu'est-ce qu'ils demandent et quelles sont vos réponses? Et puis deux, puisque c'est très territorial votre opération, où sont les zones dans notre région où il faut, passez-moi l'expression, mettre le paquet? Alors on voit bien les grandes branches de l'artisanat pour le bâtiment, pour qui ça va, les cahiers de commandes sont pleins, et je pense que ça va aller, ils vont savoir se débrouiller. Les métiers de l'alimentaire, ça va, sauf bien sûr les restaurants et tout ce qui travaille sur l'événementiel, parce que là ça s'est arrêté, pas de mariage, pas de gâteau, pas de traiteur événementiel, pas de traiteur extérieur, donc ça reste très compliqué. Et ensuite, on a les métiers de service et de production. On voit bien que quand les esthéticiennes sont fermées, quand les coiffeurs, même ouverts, sont encore à moins 15, moins 20%, il y aura là-dessus un accompagnement bien spécifique et encore quelques métiers qui vont souffrir. Et ensuite, les territoires. On n'aura pas les mêmes difficultés si on est en plein centre-ville où tout le monde est encore en télétravail, où il n'y a pas beaucoup de monde pour consommer dans le centre-ville, et des fois dans la ruralité. Ça va un petit peu mieux parce que les gens sont chez eux. Et je pense bien sûr à tout ce qui est tourisme, tout ce qui est sur le littoral, tout ce qui a été arrêté. Donc tout ça, j'espère qu'avec les semaines qui arrivent, on va pouvoir redémarrer. Mais n'oubliez pas, les semaines et les mois qui arrivent,
les entreprises auront encore besoin d'accompagnement et d'écoute. Et c'est ce qu'on va faire avec l'ensemble des organisations professionnelles et la Chambre de métier. Et encore une question, qu'est-ce que vous dites aux élus des villes, des villages de notre région, et on ne pense pas uniquement les grandes villes, hein, les villes moyennes, les centres-bourgs, pour ramener de l'activité, pour développer, parce que bon, avec les commerces fermés, c'est parfois triste de traverser nos grandes places en ce moment. Ah bien, on s'est rendu compte, et on a fait tous la même analyse, que le commerce et l'artisan du coin est indispensable dans le lien social, dans l'animation du cœur de ville, du cœur de bourg. Et moi, je suis assez satisfait que cette analyse est partagée avec tous les élus. Et maintenant, il faut mettre le paquet. Maintenant qu'on a fait l'analyse, eh bien, il faut mettre le paquet. Si on veut un centre-ville animé, si on veut un centre-ville éclairé, il faut s'occuper de ces artisans et de ces commerçants. Et donc, il faut maintenant mettre le paquet. On va avoir des dizaines de personnes qui vont avoir envie de créer cette entreprise de proximité et de les soutenir. Et donc, il faut y aller. Et je suis persuadé qu'avec les élus, on est là, tous les voyants sont au vert, les planètes sont bien alignées. Accompagnons les entreprises, les chefs d'entreprise sont là, et puis les consommateurs, les gens, c'est ce qu'ils ont besoin. Donc, dans la proximité, et rendons service aux gens de la région. Votre optimisme nous fait du bien, Laurent Rigaud, et vous, si vous regardez ces belles voitures, la proche artisan, on peut peut-être, je vais demander à Stéphane, notre réalisateur, de remettre une image à l'écran, vous leur faites des petits coucous, parce que les artisans de notre région en ont bien besoin. Merci à vous, et dans l'artisanat aussi, bien évidemment, la logistique, le transport, la supply chain, c'est très important, on en parle tout de suite. Bienvenue Laurent Després, directeur du pôle EURA Logistique. Alors la semaine prochaine, avec des acteurs de ce territoire, l'État, la région, Chambre de commerce et d'industrie Hauts-de-France, vous avez posé la première pierre de la Cité internationale de la logistique. Juste avant, ça représente quoi dans notre région? Logistique, transport, supply chain? C'est juste énorme, c'est 150 000 emplois au total, on sous-estime souvent cela. C'est à la fois effectivement le transport comme on le voit, tous les entrepôts que vous avez vus récemment sur l'ensemble du territoire, puis aussi toute la supply chain industrielle, donc c'est juste colossal et c'est un peu le support de l'économie si je puis dire. Et notre terrain de jeu ici des Hauts-de-France, et en particulier autour de cet endroit où vous allez installer la cité, Delta 3, à Dourges, est-ce que, on dit souvent, on est au cœur de l'Europe, sur le plan logistique, c'est une réalité? Alors, c'est le bassin au niveau mondial numéro 3. Numéro mondial. Oui, tout à fait, au niveau mondial. C'est un bassin extrêmement intéressant. C'est pour ça que vous avez énormément d'entrepôts et énormément de bases logistiques. Évidemment, le Détroit, qui nous relie à UK. Évidemment, c'est Nord-Europe demain. C'est la première région en termes de surface d'entrepôts logistiques, c'est donc considérable. Et puis voilà, on a toute une batterie de signatures et de chefs d'entreprise fantastiques sur ce territoire. Ça va des très grosses entreprises comme aux start-up et aussi à tout le mécano de l'entrepôt, on appelle ça l'intralogistique. Ouais. Bref, on a tout pour réussir, sans oublier le booster de l'e-commerce, et vous le voyez aujourd'hui avec la crise, rien ne tient sans logistique. Nous, logisticiens, on est contents de pouvoir montrer cette belle face. Les deux premiers, c'est qui ? Les deux premiers, vous voulez dire les leaders? Oui, les leaders mondiaux. Ah, bien on a tout le secteur, bien sûr, de New York, et puis tout le secteur de Tokyo aussi. Et puis, je ne vous parle pas aujourd'hui. Et on est les troisièmes derrière cela. En bassin et en potentiel, tout à fait. Alors, ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est qu'aujourd'hui, ces métiers-là sont stratégiques pour l'entreprise. Ce n'est pas juste le sujet de l'entrepôt. Vous lancez donc la Cité internationale de la logistique. Qu'est-ce qu'elle va promettre et proposer? Alors, c'est déjà 50 métiers. 50 métiers. Tout à fait. La logistique, vous avez des data scientists, vous avez des gens qui paramètrent les logiciels, vous avez bien évidemment le cariste, l'agent magasinier, le chauffeur, le conducteur, puisque c'est le terme approprié, hommes et femmes. Il faut le savoir, c'est ouvert à la diversité. Et donc là, vous avez vraiment pléthore de métiers aujourd'hui, mais aussi beaucoup pour demain, parce que l'entrepôt devient une usine logistique. Il s'automatise, et c'est pour ça que vous avez des cas modèles en région Hauts-de-France, comme Exotech, qui a pris son envol. Le robot Exotech. Tout à fait. Ils viennent de signer avec Decathlon, là. Évidemment, et donc c'est bien parce qu'on a une région qui a un ADN logistique fort, qu'on est capable aujourd'hui d'en voir sortir des startups aussi compétitives. Alors, dans votre cité,
Il va se passer quoi? On parlera après du Logistic Tour, hein, mais la cité, c'est quoi? Voilà, donc Logistic Tour, ça sera le premier maillon, mais la cité, c'est quoi? Vous avez déjà, juste au bord de l'autoroute 1, vous le voyez à l'entrée de Delta 3. Vous avez des grandes façades oranges, là. Hein, un bâtiment qui est assez significatif. Ouais. Et donc, autour de ça, et un peu plus loin, la Chambre de commerce a acheté maintenant plus de 5 hectares pour continuer à se développer. Eh bien, on va essayer de créer un site phare au niveau européen, d'une logistique différente, d'une logistique à l'avant-garde, ce qu'on appelle la green logistique, voire même la logistique for good, c'est-à-dire celle qui prépare les entreprises de demain, certes, mais aussi toutes les activités comme la logistique hospitalière. Donc il y a beaucoup à faire. Et quand on parle de ce qu'il y aura à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y aura dans la boîte? Donc on va ajouter 3 composantes. Juste, sans logistique, pas de vaccin actuellement, hein. Pas de vaccin, pas d'alimentation. Si vous l'avez, un camion vous l'a apporté, voire une barge. Ou un train. Alors, rapidement, vos 3 composantes. Alors, on aura donc un centre technologique. D'accord. Hein, ça, c'est tout nouveau. Une école d'application. On va faire vraiment, on va apprendre en faisant. Et un accélérateur ainsi qu'un parc d'affaires associé de niveau européen et travaillant pour toute la région de France. Ça, c'est fondamental. Il y a de l'innovation hein, dans ces 50 métiers. Alors, première brique, premier maillon, opérationnel dès la semaine prochaine, le Logistic Tour. Alors, j'ai vu, hein, c'est génial. En un endroit, un demandeur d'emploi peut venir se tester et se confronter à cet univers et décider sur place d'aller vers ces métiers. Expliquez-nous. Oui, alors, on l'a vu, ces métiers sont peu connus, sont pourtant en tension. Hein. Par exemple, des conducteurs routiers, toute la région en demande. Hein. C'est beaucoup de CDI, par exemple. C'est 95% de CDI dans le transport routier. C'est juste phénoménal. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, les gens ont soit des vidéos, soit éventuellement des petits feuillets, ou des quiz qu'on peut faire sur Internet. Tout ça, c'est bien, mais ce qu'on aimerait, c'est regarder en live et pouvoir, quelque part, professionnaliser l'orientation. Que l'on soit demandeur d'emploi ou qu'on soit étudiant. Et c'est ça qu'on a réussi à faire en faisant un objet tout à fait unique en France, qui s'appelle le Logistic Tour, sur 500 mètres carrés. Alors, très coloré. Interactif. Complètement digital. Et vous avez un parcours avec un scan. Vous êtes complètement autonome, par groupe, parrainé par l'AFT, mais aussi Pôle emploi. Et puis là derrière, vous allez pendant 2 heures répondre à des quiz, mais aussi faire des jeux ensemble pour voir si vous avez ce qu'on appelle les soft skills, les appétences pour les métiers. Par exemple, la motivation, la capacité d'adaptation, travail d'équipe, rigueur, etc. Et là, à la fin, vous sortez avec une feuille radar. On interprète et on sait si vous avez envie, si vous êtes fait pour ces métiers, et ensuite on peut enclencher la formation. Il vaut mieux tout savoir avant, y compris les salaires. Combien recevrez-vous de personnes chaque année? Alors, on est dans une période particulière, donc en termes de lancement, hein, mais notre objectif est de 900 personnes par an, et ce sont des sessions de 2 heures. Alors le petit plus, c'est qu'une fois qu'on a terminé ce parcours Logistic Tour, une fois qu'on a son diagramme radar, on va pouvoir visiter dans la foulée, juste à côté, un vrai entrepôt, puisque notre campus le permet. Donc on aura tout en un. Il vous reste 20 secondes pour dire à Yves Talpart que vous allez accueillir aussi des personnes en situation de handicap. Mais on a déjà commencé à travailler avec ces équipes et vous savez fort bien que le handicap ne se résume pas forcément à ce qu'on a en tête. On a énormément de gens qui ont des problèmes de surdité ou des handicaps qui ne se voient pas et qui peuvent très bien travailler dans la log. Et on a vu des parcours avec des groupes de personnes en handicap qui venaient très tôt et qui faisaient plus d'heures que les autres, et c'est vraiment une belle leçon pour les autres. La semaine prochaine, je vous en dirai plus sur ces métiers de la logistique, et en particulier, en exclusivité, nous vous proposerons une visite guidée de ce fameux Logistic Tour. Ça vous donnera certainement envie. Et puis, je vous souhaite bonne fête, les travailleurs. Nous sommes tous des travailleurs. Merci en tout cas à vous de votre attention. Vous m'envoyez vos informations économiques sur cette adresse. À bientôt. Eco & Co avec AG2R La Mondiale. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.